Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Le charbon de bois devient de plus en plus cher à Conakry. Si le prix variait entre 30 et 50 000 francs guinéens, aujourd'hui, le sac se vend entre 55 et 60 000 francs guinéens sur le marché. Vendeurs et utilisateurs se plaignent de la montée inattendue du prix de ce combustible. Leur réaction, c'est dans un instant. Et puis, décédé le 31 octobre à Conakry de suite de maladie, les hommages ont été rendus au président de la coordination de la Basse-Guinée ce lundi au Palais du Peuple. Étaient présents à la cérémonie les membres du CNRD, du gouvernement et des coordinations nationales. Un reportage à suivre. Voilà pour les titres. Encore bonsoir et bienvenue. Très prisé pour la cuisine à Andiné, le charbon de bois devient de plus en plus cher à Conakry. Le sac qui se négociait auparavant entre 30 et 35 000 francs guinéens se vend de nos jours entre 55 et 60 000 francs guinéens sur le marché. Cette montée en flèche du prix de ce combustible est devenue inquiétante pour les utilisateurs. Un reportage à Germaine Mansaré et Ousmane Kamara. Au marché de Matoto, s'offrir un sac de charbon de bois actuellement n'est pas chose aisée. Depuis le début de la saison pluvieuse, le prix du sac a considérablement augmenté. Le coût varie entre 55 000 et 60 000 francs guinéens. Alors que dans un passé récent, le sac de charbon de bois était vendu entre 30 000 et 35 000 francs guinéens. Chaque jour, nous achetons du charbon à 5 000 francs, mais cela ne suffit pas pour la préparation. C'est le cas pour tout le monde. Il est très difficile d'obtenir du charbon. Il n'y a pas de moyens. Il faut du courage. C'est presque entièrement dû au problème de transport et à la pénurie de bois. Ceux qui livrent les sacs de charbon rencontrent également des problèmes d'essence. Quand ils viennent, ils disent qu'il n'y a pas de bois. Nous souffrons. Un sac coûte 60 000 francs. De nombreuses femmes qui utilisent le charbon de bois pour la cuisine se plaignent de la montée des prix. Ils nous revendent à 50 000 francs et nous revendons à 55 000 francs, ce qui nous laisse un bénéfice de 5 000 francs pour subvenir à nos besoins quotidiens. Ce ne sont pas nous qui vendons cher, mais ceux qui livrent. Depuis quelques mois, les autorités de la transition ont interdit la coupe du bois en Guinée, une mesure allant dans le sens de préserver la forêt guinéenne pendant cette période où le réchauffement climatique gagne du terrain. Pour des observateurs, le charbon du bois est un facteur de la dégradation de l'environnement et donc il faudrait des mesures pour minimiser ce phénomène dans le pays. Dans un autre cadre, le débat devient de plus en plus grand dans l'opinion publique guinéenne sur une prétendue candidature du général Mamadi Doumbouya aux prochaines échéances électorales. L'homme politique Aluseni Makanera Kake s'invite dans la danse après sa longue absence dans les médias. L'homme qui a soutenu le troisième mandat d'Alpha Condé ne s'oppose pas à cette idée pour le président de la transition. Ansoubaï Le Balde. Longtemps absent dans les médias, Al-Hussein Makanera Kake a animé cette conférence de presse en tant que coordinateur d'une ONG solidaire. Pourtant, il est venu parler politique. Sur la question d'un journaliste, l'ancien ministre de l'Information et de la Communication sous Alpha Condé n'est pas opposé à une candidature du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Makanera se montre cohérent dans sa position après avoir soutenu le troisième mandat du président déçu. Je vais vous dire franchement la vérité. Moi, je suis quelqu'un de constant. Moi, je ne vois aucun mal qu'il soit candidat. Et c'est même incohérent pour quelqu'un qui a soutenu Alpha Condé de dire qu'il ne trouve pas légal la possibilité de candidature de Mamadi Doumbouya. Vous savez pourquoi? Al-Hussein Makanera Kake nous enseigne que les présidents viennent souvent avec de bonnes intentions, mais au fil du temps, l'entourage peut influencer ses idées. Vous savez, en Guinée, notre problème fondamental, le débat, ce n'est pas le débat d'idées, c'est le débat de personnes physiques. Je vous prie de me croire. Vous pouvez enlever Mamadi, vous mettez 1000 autres personnes. Si nous faisons la même chose, si nous réagissons de la même manière, nous aurons toujours le même résultat. Parce que souvent, celui qui vient au pouvoir
il vient avec de bonne foi. Des choses sur lesquelles Al-Hussein Makanera Kake n'est pas d'accord dans les débats politiques en Guinée, il dicte dans sa communication. Limitation de mandat, je ne suis pas d'accord. Tel ne peut pas être candidat, c'est tel qui peut être candidat, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je ne me bats pas contre la présence de quelqu'un comme président, je me bats contre un système. Le FND de Al-Hussein Makanera Kake est parmi les formations politiques classées sous observation dans les résultats de l'évaluation publiée par le MATD. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Al-Hussein Makanera Kake arrête de se rendre au siège du RPG Arc-en-Ciel? L'histoire est un peu comique, mais prise au sérieux par la personne concernée. Répondant à la question d'un journaliste, il raconte sa mésaventure. Suivez. Bon, il y a quelqu'un qui a dit que quand on a arrêté les Kassouri, ce n'est pas vrai. Je continue à aller jusqu'au moment où moi-même j'ai été poursuivi pour crime de sang. J'ai compris que ça commence à être sérieux. Sinon, quand les Kassouri étaient arrêtés, je partais là-bas. Mais l'ancienne opposition et le FNDC ont déposé une liste pour dire que je fais partie des gens qui ont massacré ici. Et cette sanction, quand c'est bien pour vous, c'est peut-être la perpétuité. J'ai commencé à comprendre que c'est sérieux, il fallait que je regarde très bien là où je dois poser mes pieds. Et nous aussi, on a commencé maintenant à attaquer le FNDC et autres. Vous avez vu mes réactions quand on a arrêté les autres et autres là. C'était de bonne guerre. Donc c'est en ce moment que j'ai cessé d'aller à chose. Dans l'actualité éducative, la grève en vue annoncée par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Sénazur est désapprouvée par l'Union syndicale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Guinée. Les responsables de la dernière structure syndicale dénoncent une action non concertée au préalable. Suivez un extrait de Sékou Amadou Kouyaté, deuxième secrétaire administratif de l'Union syndicale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Guinée au micro dans Mesdames et messieurs, l'Union syndicale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Guinée, USEG, informe l'opinion publique de son désaccord face à la décision unilatérale du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche, SENERSUS, de déclencher une grève illimitée au sein des institutions d'enseignement supérieur, des institutions de recherche scientifique et des centres de documentation et d'information, sans consultation préalable de notre organisation. L'USEG, en tant qu'organisation représentative et engagée pour la défense des intérêts matériels et moraux de l'ensemble du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, rappelle que toute action syndicale d'envergure doit faire l'objet d'une concertation entre les organisations syndicales concernées. Une telle démarche unilatérale est contraire au principe de solidarité syndicale et nuit à la crédibilité de notre lutte commune pour l'amélioration des conditions de travail dans le secteur. Nous estimons que le dialogue, la concertation, la cohésion sont essentiels pour défendre efficacement les intérêts des enseignants-chercheurs et des chercheurs de Guinée. Comme annoncé en titre, le symposium du président de la coordination de la Basse-Guinée a eu lieu ce lundi au Palais du Peuple de Conakry. Membres du CNRD, du gouvernement et des coordinations nationales se sont réunis autour de la famille mortuaire pour rendre un dernier hommage à Feu Elhadji Sekouna Soma. Pour l'immortaliser, la coordination de la Guinée forestière propose pour sa part de donner le nom du siège de la coordination aux défunts. Amara Bango a été pour notre rédaction. Suivez. En face d'un public toujours sous le choc, la dépouille mortelle d'un Kontigi qui aura marqué sa nation. La mort du patriarche de la Basse-Côte rend sensibles les autorités de la transition venues aux côtés de la famille partager ce moment de vive émotion. La douleur du deuil
est certes immense, mais la présence des autorités aux côtés de la famille et les témoignages exprimés apaisent nos cœurs et sèchent nos larmes. Dieu a donné, Dieu a repris. Nous devons donc accepter la volonté divine et continuer à prier pour le repos de l'âme de notre Kuntigbe. Au cœur des discours d'hommage, le combat du défunt au nom de la paix et de la cohésion sociale. Les coordinations régionales de la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et de la Guinée forestière ont rappelé dans le sens le projet de construction d'un siège pour toutes les quatre. El Cheikhouna Souma aura été l'incarnation de la vertu sociale, de la cohésion nationale pour le renforcement des liens entre les coordinations régionales de Guinée. La perte de ce grand homme est ressentie par l'ensemble des populations guinéennes et particulièrement la communauté mandingue, eu égard au rapport particulier qu'il entretenait avec le mandingue, au point qu'il n'a jamais débattu d'un problème concernant la vie nationale, la vie de la nation sans la vie du mandingue. Si vous avez vu qu'il a construit, il a fait le tracement d'un bâtiment de 4 niveaux. Pour l'ensemble des coordinations, c'est comme pour dire, unissez-vous. Et nous sommes prêts à renforcer cette position pour unir le peuple. Nous proposons, nos sages de la Guinée forestière, au nom de tous les patriarches de la Guinée forestière, le jour du baptême, l'inauguration de ce bâtiment, nous souhaiterons que le nom de El Hadj Cheikhouna Souma soit donné au bâtiment qui sera pour toute la Guinée. El Hadj Cheikhouna Souma reposera désormais dans son village natal à Dubrika. Paix à l'âme du défunt. Et puis, la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump ont tenu leur dernier meeting de campagne dans l'État de Caroline du Nord avant l'élection présidentielle de ce mardi. Ces deux candidats à tour de rôle ont promis des changements si toutefois le verdict a tombé en leur faveur. Décryptage à Guy Babaré. Durant tout au long de cette campagne électorale, ces deux candidats ont toujours cherché à convaincre leurs électeurs. Une fois encore, Donald Trump s'est engagé à rétablir le rêve américain et a affirmé que les banlieusards américains étaient attaqués par des criminels. Il a aussi promis d'expulser des millions d'immigrés s'il est élu. Le candidat américain a également averti que si Kamala Harris gagne, chaque ville d'Amérique serait transformée en un camp de réfugiés solide et dangereux. De son côté, la candidate démocrate, quant à elle, a exhorté ses partisans à voter tôt afin qu'elle puisse être élue et représenter la nouvelle génération de dirigeants. Kamala Harris a également promis des logements et des soins de santé abordables ainsi que la protection des droits reproductifs des femmes. Selon l'Institut de sondage 528, c'est une course très serrée avec 48% pour Harris et un peu moins de 47% pour Trump. Il est à rappeler que la présidentielle américaine repose sur un système très particulier, celui des grands électeurs du collège électoral. Pour la plupart, les élus et responsables locaux de leur parti, ils sont 538 au total. Après le vote, ces grands électeurs se retrouveront mi-décembre dans leurs États respectifs le 6 janvier 2025, à l'issue du décompte officiel des votes. Le Congrès annoncera solennellement le nom du président ou la présidente. Mais le résultat pourrait être connu bien avant. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à vous. Au revoir.